Et cette viscosité cinétique, elle va s'exprimer en mètres carrés par seconde. D'accord? Nous avons aussi la viscosité dynamique. Donc, ceci, elle s'exprime en quoi? Elle s'exprime en pascal fois en pascal seconde. D'accord? Donc, nous avons déjà vu à quoi sert Reynolds. Donc, Reynolds sert déjà à déterminer le type de paroi. Et en fonction du type de paroi qui est devant nous, nous pouvons donc déterminer une relation. D'accord? Déterminer les différentes formules à utiliser. Parce que dans les questions, dans les exercices, souvent, on aura besoin de calculer la vitesse. On aura besoin de calculer voilà, la vitesse. Et pour trouver la vitesse, il faut savoir il s'agit de quel type de paroi. D'accord? Donc, nous allons partir dans... Alors, on va prendre le premier cas, justement, quand il s'agit de laminaire, d'accord? S'il s'agit de laminaire, c'est-à-dire, on va prendre ici le premier cas, nous calculons RE et on se rend compte que RE est inférieur à combien? Il est inférieur à 2000. Notre RE est inférieur à 2000. Donc, il s'agit de laminaire. Il s'agit de laminaire, d'accord? Quand il s'agit de laminaire, nous avons deux formules. Il nous sera demandé de déterminer la vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, quand c'est laminaire, bien entendu, la vitesse moyenne V est égale à quoi? Est égale à D, est égale à DU étoile au carré divisé par 8 nu. Donc 8 fois la viscosité cinétique. OK? Et nous allons aussi, donc ça, on va dire vitesse, on va plutôt parler de la vitesse moyenne. D'accord. Très simple. Vitesse moyenne. Alors, nous aurons aussi l'autre relation. Il sera question de déterminer is d'ALM. Donc, on sera également invité à calculer is d'ALM. Alors, is d'ALM, c'est la distribution de vitesse, d'accord? Donc, is d'ALM, il sera noté par U, d'accord? Et U sera égal à U, ils disent, au carré, divisé par nu fois D. Alors, nu, c'est la viscosité cinétique, comme nous l'avions défini avant. Et le tout, parenthèse, nous aurons ici des carrés, divisé par quoi? Divisé par 4, moins le rayon au carré, d'accord? Alors, ceci s'appelle par is d'ALM en turc. Is d'ALM. Ou encore la distribution de vitesse, d'accord? Alors ici, c'est vitesse moyenne ou encore ortalama is. Donc là, c'est vitesse moyenne ou encore ortalama is, donc la vitesse moyenne. Donc voilà la conséquence quand justement il s'agit de laminaire. À quel moment il s'agit de laminaire? Lorsque la constante de Reynolds est inférieure à 2000. Il nous sera, dans l'exercice, il nous sera demandé de déterminer le type de flux. Donc, pour trouver le type de flux, on va d'abord calculer la constante de Reynolds. Une fois que nous avons calculé la constante de Reynolds, et s'il s'agit de laminaire, il nous sera posé la question de demander, ou il nous sera demandé de calculer la vitesse moyenne. Et là, on va venir utiliser cette formule-là, puisqu'il s'agit de laminaire. Ou bien, ils peuvent également aussi nous demander d'utiliser la vitesse, la distribution de vitesse. Is d'ALM, cette formule. Alors, notez bien. Dans un exercice, ils vont nous donner la valeur de R. Par exemple, R peut prendre la valeur de 2 mètres. Un exemple. Si nous voulons calculer par exemple U, on veut calculer U qui est la distribution de vitesse is d'ALM. On ne va pas venir là où il y a R, on ne va pas
remplacer R par sa valeur automatiquement. Ici, nous avons R, on ne viendra pas pour remplacer R par sa valeur automatiquement, sinon le résultat il sera faux. On ne peut pas remplacer R. Alors, ce qu'il faut faire, si il nous est donc demandé de calculer cette vitesse-là, donc ce qu'il faut faire, il faut se référer à ce que je vous ai dit. Nous avions dit que R n'a que deux valeurs. Il y a soit R, nous avons dit il y a soit R est égal à 0, soit R est égal à D divisé par 2. Ça veut dire que moi, je ne peux pas venir utiliser cette valeur de R ici. Non. Même ici, on me dit que R est égal à 2, je ne peux pas prendre cette valeur de R et la remplacer là-dedans. Le résultat sera faux. Donc, je dois dire pour R. Donc, je vais dire pour R égale à 0. Alors, je remplace 0 ici. D'accord? Et je vais dire pour R égale à D sur 2. Pour R égale à D sur 2, alors je vais remplacer R égale à D sur 2. Généralement, lorsqu'on remplace R égale à D sur 2, le résultat donne toujours 0. D'accord? Donc, voilà, j'espère que ça c'est compris. On va effacer ça. Ça, c'était pour signaler ceci. Alors, il est très important de rappeler cela. Alors, on va prendre le cas où, si par exemple, nous avons 2000 est inférieur à RE et il est inférieur aussi à 4000. D'accord? Dans ce cas, nous parlons de quoi? Nous parlons de Gettych. Nous parlons de Gettych, tout simplement. Alors, quand il s'agit de Gettych, s'il s'agit de Gettych et qu'on nous demande de calculer, je vais donner un exemple très simple. On calcule RE et qu'on se retrouve par exemple avec 3500, d'accord, ou bien 2500, un exemple, avec 2500. Ça veut dire que 2000 est inférieur à quoi? 2000 est inférieur à 2500. Et 2500 est inférieur à quoi? À 4000. C'est ce que ça veut dire. Donc, je suis dans cette condition-là. Je peux aussi avoir, par exemple, ici 3500. Je peux aussi avoir 3800. C'est un exemple que je prends. D'accord? Alors, nous sommes dans le cas de Gettych. D'accord? Alors, quand R est entre 2000 et 4000, donc il s'agit de Gettych. Alors, quand il s'agit de Gettych, certainement, ils vont également nous demander aussi de déterminer les vitesses. S'il faut trouver les vitesses, on va dire que pour Gettych, il n'y a aucune vitesse. Aucune vitesse. Ok? C'est tout simplement ça. Donc, s'il s'agit de Gettych, notre exercice s'arrête là. Il n'y a pas de vitesse à déterminer parce que Gettych n'a pas de formule de vitesse. Donc, on va aller plus loin. On va parler du cas où il s'agit, bien entendu, de si nous avons, on va prendre le cas, ce cas, si nous avons que notre R est supérieur à 4000. Ok. Exemple, on calcule, exemple, nous calculons RE est égal à D fois V. RE égale à D fois V divisé par nu. Et on se retrouve avec un truc comme, par exemple, 43 000. Un exemple. Ou même, je vais me trop loin. Disons 41 000. Disons 41 000, quoi. Disons 41 000. 1, 2. Bien 4 000. Disons 4001. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? 4001 est supérieur à quoi? À 4000. Ok? Dans ce cas, il s'agit de quoi? Il s'agit de turbulence. Donc, il s'agit de turbulence. Turbulence. Moi, j'écris ça, bon, écrivons ça en français. Il s'agit de turbulence. Alors, pourquoi je vais souligner turbulence? Parce que turbulence a deux cas. Il a deux sous-cas. D'accord? R me permet d'abord de voir, quand je calcule la constante de Reynolds, elle me permet de voir il s'agit de quel type de flux. Si R, on a dit que R est inférieur à 2000, il s'agit de laminaire.
Et on a vu les formules qui vont avec laminaire. Si R est entre 2000 et 4000, il s'agit de Gettys. Et dans ce cas, il n'y a pas de formule. Si R est égal, est supérieur à 4000, donc finalement, on parle de turbulence. Maintenant, dans turbulence, nous avons 3 sous-espaces. Ok, nous avons 3 sous-espaces dans turbulence que nous allons tout à l'heure expliquer. Lorsqu'il s'agit de turbulence, qu'est-ce que je dois alors faire? Dans turbulence, j'aurai la présence de Kc. Alors, Kc, nous allons appeler ça par plusluk yüksekliği. Alors, le plusluk yüksekliği veut simplement dire hauteur de rugosité. Donc, ici, on va écrire ça en turc. Plusluk yüksekliği. Alors, ça, donc, écrivons cela aussi en français. C'est la hauteur de rugosité. Généralement, il y sera donné dans l'exercice, d'accord? Alors, nous avons ce qu'on appelle par Ks. Alors, Ks, c'est dans la partie turbulence, c'est-à-dire, c'est lorsque la constante de Reynolds est supérieure à 4000, donc nous sommes dans turbulence. Et quand c'est la partie turbulence, pour définir le type de turbulence dont il s'agit, Ks est notre indice, d'accord? C'est notre indice de mesure, ou disons, c'est ça qui nous permet de déterminer le type de turbulence dont il est question, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons calculer ici, bien évidemment, on va calculer gamma. On va dire que gamma est égal à 11,6. Nous avons nu, qui est la viscosité cinétique, divisé par U il 10. Donc, E il 10. Alors, ici, gamma, on va l'appeler par viscose al tabaka. Al tabaka. D'accord? Alors, viscose al tabaka, en français, c'est la sous-couche visqueuse. D'accord? Donc, les conditions sont les suivantes. La première des choses que je fais, quand il s'agit de turbulence, je dois vérifier il s'agit de quel type de turbulence, bien évidemment. Alors, comment je fais? Alors, je vais faire ceci. Je vais voir la valeur de Ks. Alors, Ks, généralement, il sera donné dans l'exercice. Donc, je vais dire ceci. Ks, si Ks, ok, il est inférieur à gamma. Gamma, on va le calculer, d'accord? On va calculer gamma, puisque gamma est égal à 11,6 fois la viscosité cinétique divisée par U il 10, d'accord? U il 10, c'est, on verra, on va définir U il 10, d'accord? Alors, si c'est le cas, ici, on va mettre ça quand même, on va changer de couleur, mettons cela en vert. Il s'agit de quoi? Il s'agit de hydraulique. Donc, on va dire hydraulique. Hydraulique, Jilal, Jidar. D'accord? En français, alors, hydraulique, Jilal, Jidar. Alors, en français, on va l'appeler par... excusez. On va encadrer cela. D'accord. Ou bien, il s'agira de, en français, on peut appeler ça par le type de paroi lisse. D'accord? Ou bien, on peut dire hydraulique, Jilal, Jidar, ou encore pluseuse. Jidar. D'accord? Alors, plusus veut dire lisse.
le contraire, c'est plus le, qui veut dire qui exprime l'idée de la rugosité, quoi. D'accord? Donc, comme un truc rugueux, voilà. Alors, on va prendre le deuxième cas. Si nous calculons gamma, je rappelle que nous, KS, ce nous sera donné. KS ici, il nous sera donné dans les exercices. Nous, par contre, c'est gamma que nous allons calculer pour faire une comparaison. On va calculer ici gamma pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va voir si KS est inférieur, pardon, si gamma, tant pour moi, si gamma est inférieur à KS et il est inférieur à 6 gamma. Ok? Alors ici, on parle de quoi? On parle de Gettish encore. Gettish Didal. D'accord. Vous allez dire non, mais monsieur Missy, on a déjà parlé de Gettish dans laminaire. Oui, dans laminaire, nous avons aussi 3 espaces. Nous avons, plutôt dans la constante de Reynolds, nous avons laminaire, nous avons Gettish et nous avons turbulence. Dans turbulence également, nous avons 3 sous-espaces. Nous avons Pleusuleux ou encore hydraulique Didal et nous avons également Gettish Didal et nous avons aussi Pleusuleux, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ceci étant, ici, nous parlons de Gettish, d'accord? Alors, Gettish veut dire quoi? C'est la paroi de transition. Alors, dans cette mesure également ici, nous disons que vide. On va écrire ici vide. Il n'y a pas de vitesse. Donc, il n'y a aucune vitesse à calculer. Ici, nous n'avons pas de formule de vitesse. Mais avant d'arriver plus loin, nous allons quand même donner les conséquences. Nous allons donner les différentes conséquences. Quand il s'agit de, puisque l'objectif est de déterminer les vitesses moyennes et le is-dilemma. D'accord? C'est ça notre objectif. Donc, on va revenir quand il s'agit de hydraulique Didal ou encore Prusus Didal, c'est-à-dire KS est inférieur à gamma. Nous avons différentes formules. Si nous sommes dans ce cas, alors, si on nous demande de calculer donc la vitesse, on va dire ceci, on va dire, donc on va écrire les formules des vitesses. Alors, la vitesse moyenne est donnée par cette relation. Donc, nous avons V est égal à où ils disent, d'accord, U étoile. Alors, j'ai 2,5 ln de U étoile fois D qui est le diamètre divisé par 2 fois la viscosité cinétique plus 1,75. Ça, c'est la vitesse moyenne. Donc, je vais dire ici moyenne. Bien sûr, il s'agit de la vitesse, ok? C'est la vitesse qui est moyenne. Ou encore orthalama. Alors, on va déterminer aussi la distribution de vitesse dans is-dilemma. Si on nous demande de trouver is-dilemma, donc on va dire ici U, c'est U bien sûr, est égal à U, ils disent, donc U étoile, qui serait égal, j'ouvre la parenthèse, j'ai 2,5. Donc, nous avons 2,5 ln de U étoile fois Y divisé par la viscosité divisé par nu, autant pour moi, excusez, divisé par la vitesse, ok, plus 5,5. Plus 5,5. Là, c'est quand il s'agit de plus le, c'est-à-dire quand il s'agit de, pardon, plusus ou encore hydraulique Didal, quand il s'agit de la paroi, de cette paroi-là, ce que j'ai écrit ici, quand il s'agit de la paroi lisse, d'accord? Alors, on va prendre l'autre cas. Lorsque
si... Alors, avant d'aller loin, on va ajouter une formule. On va ajouter une formule. Nous avons aussi également U aussi. Nous pouvons aussi déterminer U directement par cette relation. U est égal à quoi? U est égal à U étoile divisé par nu, d'accord, la viscosité cinétique, fois quoi? Eh bien, fois Y. D'accord. Alors, je répète ici, lorsqu'on calcule Y, lorsqu'on veut calculer U ici, tout comme ici, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Même si dans l'exercice, on nous donne la valeur de Y, attention, cette valeur-là, attention, ne jamais remplacer Y automatiquement. Y a deux valeurs, on a expliqué ça. Il y a une valeur où, il y a une partie où Y est égal à 0, c'est-à-dire qu'il s'agit de minimum. Et nous avons ici Y est égal à D divisé par 2 quand il s'agit de maximum, d'accord? Et le diamètre, il sera toujours donné. Donc, il faut utiliser les valeurs de diamètre et non la valeur de Y qui sera donnée. Donc, si vous faites, vous travaillez en remplaçant la valeur de Y, le résultat il est erroné. Parce qu'on a besoin de voir la vitesse maximale et la vitesse minimale. Donc, il faut remplacer Y. Quand Y est égal à 0, vous trouvez la vitesse minimale. Quand Y est égal à D divisé par 2, justement, vous trouvez la vitesse maximale, d'accord? Donc, on revient ici. Excusez-moi, j'ai dû effacer la formule. Donc, nous avons ici, on a nu ici, d'accord? La viscosité dynamique fois ici, fois Y. Donc là, c'est Y. On va bien écrire ceci. Fois Y. D'accord. Donc, là, c'est quand il s'agit justement de la paroi lisse. D'accord? Nous sommes dans turbulence. On va prendre un deuxième cas. Si, mettons cela en rouge. Alors, si je me rends compte que gamma est inférieur à KS, donc plusieurs Biuxet-Lie est inférieur à quoi? À 6 fois gamma, d'accord? Alors ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de Gettish, tout simplement. On va écrire ici Gettish. Il s'agit de Gettish-Didard. Et quand il s'agit de Gettish-Didard, ici on va dire vide. C'est-à-dire, je veux dire quoi par là? Il n'y a pas de formule de vitesse et il n'y a non plus de formule de... donc, que ce soit pour la vitesse moyenne, que ce soit pour la distribution de vitesse, is d'ALME, on n'a pas de formule. D'accord? Donc, je répète que la vitesse moyenne, c'est V, is d'ALME, c'est U. Donc, ne pas confondre cela. Alors, on va prendre un troisième cas. Si, notre troisième cas, si KS est supérieur à 6 fois gamma. Alors, quand c'est cela, ici, on va dire quoi? On va dire il s'agit de plus le. Donc, il s'agit de plus le Didard. D'accord. Plus le Didard en français, ça veut dire quoi? Donc, il s'agit des parois rugueuses. Donc, une paroi. Donc, il s'agit des parois rugueuses. D'accord? Donc, à savoir, dans turbulence, nous avons trois sous-espaces. Nous avons, lorsque KS est inférieur à viscose alta baka, donc inférieur à gamma, on est ici. Lorsque KS est inférieur à gamma, nous sommes ici. Lorsque KS est inférieur à gamma, on parle de hydraulique Didard, ou encore on parle de processus Didard, c'est la même chose. Lorsque KS est entre gamma et 6 gamma, on parle de Gettish Didard et ici il n'y a pas de formule de vitesse. Si KS est
supérieur à 6 fois gamma, on parle de plus lu. Donc, on voit des parois qui sont rugueuses, d'accord? Alors ici, dans cette circonstance, nous avons aussi une formule de la vitesse. Puisque la question est de déterminer la vitesse moyenne et la distribution de vitesse. Donc, on va donner les différentes formules de vitesse, les vitesses moyennes et aussi la distribution de vitesse, d'accord? Donc, la vitesse moyenne dans cette circonstance, V, donc V est donné par la relation U étoile. Donc, on a 2,5 ici. OK, et nous aurons 2,5 ln de D divisé par 2 KS, d'accord, plus 4,73. Donc, ça, c'est la vitesse moyenne. Et nous aurons aussi besoin, si on nous demande bien sûr, de déterminer la distribution de vitesse qui est is d'ALM. Donc, c'est U. Donc, on va dire ici U. Donc, on va dire U divisé par U étoile est égal à 2,5. Alors, ln de 30y divisé par quoi? Divisé par E. Donc, on va mettre KS ici pour ne pas se tromper. Dans certains livres, on écrit KS. Dans certains aussi, on écrit E à la place de KS. C'est la même chose, d'accord? Donc, il n'y a pas à se tromper. Donc, voilà ce qu'il fallait savoir sur le type de dida. Alors, ce sont des relations que nous allons beaucoup utiliser d'ailleurs. On va beaucoup utiliser ces relations-là dans nos exercices. On va continuer notre résumé. Vraiment, nous sommes en train de résumer ce cours-là comme pas possible, puisque le cours il est trop long. On va le résumer, on va prendre l'essentiel, ce qui va nous permettre de pouvoir résoudre les exercices, quoi. On va faire l'essentiel. Alors, depuis jusque-là, nous avons parlé de U étoile, On va définir c'est quoi U étoile. Donc, je vais mettre ça carrément, je vais mettre ça en vert pour que personne n'oublie ça, quoi. Donc, U étoile, comment on calcule U étoile? On calcule U étoile de cette manière. Alors, U étoile, attention pour ne pas que vous oubliez cela, parce que c'est très important. U étoile est égal à la racine carrée de tout 0 divisé par la densité de l'eau. D'accord? On va vraiment beaucoup utiliser cette relation de U étoile, donc il faut la connaître par cœur. Certains ils vont poser, certains me demandent, me demandent à savoir est-ce qu'on doit maîtriser toutes ces formules de vitesse, des distributions de vitesse. Non, vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les formules de distribution de vitesse. À l'examen, ces formules vous seront données. Mais par contre, il faut être capable de pouvoir les identifier. Les identifier, il faut savoir que non, ça, c'est la formule de laminaire. Ça, c'est la formule, quand je passe dans la partie turbulence, ici, il s'agit de la formule de plus lu ou encore hydraulique, dilale, didal. Et ça, il s'agit de la formule de plus lu, didal. Mais généralement, les formules, elles sont données à l'examen parce que c'est trop de formules, vous ne pouvez pas les maîtriser. Donc, nous allons parler ensuite, parlons de ce que tu mets 4 SE, la constante. Donc, on va parler ici de la constante de frottement. La constante de frottement. Alors, la constante de frottement, c'est, on appelle ça en turc par sütünme. Donc, nous avons ici sütünme 4 sayısı. Alors, sütünme 4 sayısı, c'est la constante de frottement que nous allons appeler ici par F. On va donner les deux grands points. Nous avons grand 1
lorsqu'il s'agit de laminaire, d'accord? Quand il s'agit de laminaire. S'il s'agit de laminaire, il y a des relations, des formules qui ne sont pas données à l'examen. C'est des formules comme la constante de frottement. Ça, il faut connaître ça. Alors, quand il s'agit de laminaire, très simple, je dis que F est égal à 64 divisé par RE. Alors, RE, c'est quoi? C'est la constante de Reynolds. D'ailleurs, c'est la constante de Reynolds, on avait dit qui nous permet d'identifier le type de flux. D'accord? On va prendre grand 2. On va prendre grand 2, on va donner une relation. S'il s'agit de turbulence, ok, turbulence, donc j'écris ça en turc. Alors, F est égal à quoi? F égale à 0,0055. Alors, on ouvre la parenthèse. J'ai 1 plus, j'ouvre encore la parenthèse. Donc, j'ai 20 000. 1, 2, 3. J'ai 20 000 KS divisé par D plus 10 exposant 6 divisé par la constante de Reynolds, le tout à la puissance 1 tiers, ok, et je ferme la parenthèse. Ça, on va utiliser ça pour déterminer la constante de frottement quand il s'agit de turbulence, c'est-à-dire qu'il s'agisse de hydraulique Dillal Didal, c'est-à-dire KS est inférieur à gamma, ou encore qu'il s'agisse de plus lu lorsque KS est supérieur à 6 gamma. On a écrit ce qui compare ici. Lorsque KS est supérieur à 6 gamma, on a vu qu'il s'agissait de plus lu Didal, d'accord? Lorsque KS est inférieur à gamma, on a dit qu'il s'agit de hydraulique Dillal Didal, d'accord? Donc nous sommes ici. Alors on va continuer. Nous allons maintenant donner. Alors nous allons parler de l'énergie, ok? Donc l'énergie. Énergie en français. Donc on va noter ça ici par J, d'accord? L'énergie. Alors quelle est la relation de l'énergie? Alors l'énergie est définie par la relation HK divisé par la variation de X, ou encore HK divisé par L, parce que la variation de X, il y a une longueur, une distance, et on va dire que ça donne quoi? Ça donne FV carré divisé par 2DG. Ça, c'est la formule de l'énergie, d'accord? Dans les exercices, je vais définir les choses. On sait que V, c'est la vitesse moyenne, on l'a déjà dit. Nous savons que F, nous venons donc d'écrire F, c'est la constante, c'est supprimé 4 la constante du frottement. HK, par contre, on ne connaît pas HK, donc on va écrire HK ici. Alors, HK, c'est quoi? HK, c'est la perte de charge continue, d'accord? Alors, c'est la perte de charge continue, c'est un peu comme du chinois, hein. C'est la perte de charge continue. Alors, en turc, on dit süreklilik, sürekli yük kaybı, ok. Sürekli yük, là c'est Y. Sürekli yük kaybı. Alors, si nous voulons déterminer notre sürekli yük kaybı à partir de là, puisque nous avions dit que J est égal à quoi? Est égal à HK divisé par L. Ça veut dire que notre HK il serait égal à J. Il serait égal à quoi? Il serait égal à J fois L, n'est-ce pas? Ça, c'est la valeur de HK, la formule de SK, de HK, autant pour moi. Mais nous avons dit que, nous avions aussi dit ceci que J était également égal à quoi?
AFV carré divisé par 2 DG. Donc, ça veut dire que HK est égal à quoi? Est égal à FV carré divisé par 2 DG fois quoi? Et bien fois L. Ici, nous avons L. Donc, on va mettre ce L là fois L. Donc, voici la formule de la perte de charge continue. Et ici, nous avons les formules de l'énergie. Bon, on n'a pas pu, j'ai pas pu encadrer ça. On va quand même essayer d'encadrer. Donc, nous avons les deux relations. Nous avons ici l'énergie et nous avons la perte de charge continue ici. Alors, on va parler des pertes de charge ponctuelles. D'accord. Alors, les pertes de charge ponctuelles dépendent justement des circonstances. Donc, on va dire perte de charge ponctuelle. Donc, on va les appeler en turc par yersel yukaybı. Yersel yukaybı. Yersel yukaybı. Donc, les pertes de charge ponctuelles. Alors, on va supposer un réservoir ici. On suppose un réservoir comme ça. Et ici, nous avons, on va essayer de bien faire les choses. Donc voilà. Bon. Donc ici, nous avons un réservoir comme ceci. Donc, nous considérons un réservoir, donc deux réservoirs comme ça. OK. Alors ici, nous avons, je vais dire, le réservoir A, et là, nous avons le réservoir B. Lorsque l'eau va quitter du réservoir A pour venir vers le réservoir B. Voilà le sens de l'eau, ça ne sert pas d'écrire ça. D'accord? Alors, ici, à l'entrée, ici, à la sortie du réservoir, donc je vais appeler ce point ici par 1, je vais appeler ce point ici par 2, ce point ici par 4, et pardon, par 3, ce point par 3, on va quand même plus utile. D'accord. Et on va appeler ici, ce point ici par 4. D'accord. Donc on a 1, 2, 3 et 4. À la sortie du réservoir, donc au point 1, lorsqu'on sort du réservoir pour entrer dans un tuyau, ok, lorsque nous sortons d'un réservoir et que nous voulons entrer dans un tuyau, alors la perte de charge, on va appeler ça par HK prime, la perte de charge ponctuelle. Donc HK prime serait égal à la sortie, c'est-à-dire lorsqu'on quitte un réservoir pour entrer dans un tuyau, la formule de la perte de charge ponctuelle est égale à quoi? Est égale à 0,5 V carré divisé par 2G. D'accord? 0,5 V carré divisé sur 2G. Ici, c'est pas D. Attention, c'est G. Donc, mon stylo a un problème. Alors, lorsque nous, on va venir ici au point 2, ok. Lorsque nous quittons un petit tuyau au point D, nous remarquons que nous avons un petit tuyau
un petit tuyau et nous voulons entrer dans un gros tuyau. D'accord? Ici, nous avons, je vais noter ça comme ceci. Je vais mettre un peu de couleur rouge pour bien voir ce que je suis en train de dire. On voit bien que là, le tuyau là, il est plus petit que ce tuyau ici. D'accord? Son diamètre est beaucoup plus petit que ce diamètre là. On veut quitter ici pour entrer ici. Donc, on quitte d'un petit diamètre pour venir dans un grand diamètre, n'est-ce pas? Donc, la perte de charge au point 2, il serait égal à quoi? On va donner la relation. Alors, la perte de charge au point 2, lorsque nous quittons un petit diamètre pour entrer dans un gros diamètre, donc on va dire HK prime. Donc là, on va dire ici 2, 1. On va dire ici 2. Il serait égal à quoi? Alors, il serait égal à 1 moins A1 divisé par A2, ok, au carré. Le tout fois V carré divisé par 2G, n'est-ce pas? Alors, A1, c'est quoi? A1, c'est le diamètre ici, d'accord? Le diamètre ici, c'est notre A1. Et A2, c'est le diamètre ici, d'accord? C'est ce que ça veut dire. Donc, dans les exercices, ça peut changer. Donc, il faut par contre comprendre la logique. A1, c'est le diamètre d'où je sors. Et A2, c'est le diamètre de là où je vais. D'accord? Alors, on va prendre au point 3. Au point 3, on va déterminer aussi la perte de charge continue au point 3. Au point 3, nous quittons d'un gros diamètre ici pour venir dans un petit diamètre là. La formule à utiliser est celle-ci. Nous avons 1 sur CA, ok, moins 1, le tout fois V carré divisé par 2G. Alors, CA, c'est une constante et elle nous sera donnée dans les exercices. Donc, ça ne sert pas de se tracasser. On va prendre au point 4. On arrive finalement au point 4. Nous sommes ici au point 4. Au point 4, nous quittons de ce diamètre-là, donc d'un diamètre d'un tuyau pour entrer dans un réservoir. Voilà ce qu'on fait. On quitte de ce tuyau pour entrer du réservoir. Lorsqu'on quitte un tuyau pour entrer dans le réservoir, alors la perte de charge ponctuelle, ici on va appeler ça 4, et sera égale à tout simplement V carré divisé par 2G. D'accord. Donc voilà comment on calcule les pertes de charge. D'accord. Alors, voilà comment on calcule les pertes de charge. Alors, on va faire un schéma. On va représenter les pertes de charge dans un schéma. Et puis, donc, les pertes de charge continues et aussi les pertes de charge ponctuelles, on va donc les représenter dans un schéma. Donc, ici, nous avons deux réservoirs. Le réservoir A et le réservoir B. Donc, c'est rempli de l'eau. Nous voulons représenter les pertes de charge, qu'elles soient continues, tout comme aussi ponctuelles. Alors, comment on représente les pertes de charge continues? C'est très simple. Alors, les pertes de charge continues, d'abord, les pertes de charge ponctuelles. Si dans l'exercice, on me dit que les pertes de charge ponctuelles sont incluses, donc je dois représenter les pertes de charge ponctuelles dans un exercice. Si on ne me précise pas, parce qu'on peut ou ne pas vous dire que les pertes de charge sont incluses. Généralement, la phrase qu'on dit, c'est les pertes de charge ponctuelles. Donc, mal et diléjectif. Quand on dit les pertes de charge ponctuelles sont négligeables, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre les pertes de charge ponctuelles. Mais si on ne dit pas ça dans l'exercice, ils n'ont pas dit,
il nous dit ni les paires de charges sont, les paires de charges ponctuelles sont négligeables ou ils ne sont pas négligeables. Il n'en dit rien sur les pertes de charges ponctuelles. Ça veut dire que vous devez inclure les pertes de charges ponctuelles dans votre solution. Donc voilà comment on va représenter les paires de charges ponctuelles au point A avec le réservoir A. Ici, nous avons une perte de charge ici, ponctuelle, qui descend légèrement comme ça, d'accord? Ensuite, nous allons venir là, tac, et là, nous avons aussi une perte de charge aussi ponctuelle ici, d'accord? Nous avons cela, d'accord. Alors, ça, ici, on va appeler ça par HK1. Et là, on va appeler ça par HK2, n'est-ce pas? On va appeler ça par HK2. J'ai un peu éloigné ça. Donc, HK2, d'accord? Alors, HK2 serait égal à quoi? Nous quittons d'un réservoir pour entrer dans un tuyau. Nous avons dit lorsqu'on quitte dans un réservoir pour entrer dans un tuyau, la formule c'est quoi? C'est 0,5 V carré divisé par 2G. Ici, nous on quitte du tuyau pour entrer dans le réservoir. Donc, cette paire de charges est égale à quoi? Est égale simplement à V carré divisé par 2G. Tout simplement. D'accord? Alors, il faut représenter les paires de charges continues. Alors, voilà, on va mettre ça ici, on va mettre ça en vert. Les paires de charges continues, donc de là jusque là, ces distances verticales, c'est ça que nous appelons par perte de charge continue. Donc, on va appeler ça par HK. Simplement, on a une seule perte de charge continue. On va voir d'autres exemples. Donc, voilà une deuxième expérience. Nous avons ici, on nous dit que les pertes de charge, bien évidemment, elles sont incluses. Donc, on va représenter les pertes de charge ponctuelles et aussi les pertes de charge continues. D'accord? Puisque les pertes de charge continues plutôt ponctuelles sont incluses, donc on va faire ceci. Ici, nous avons une perte de charge ponctuelle. Et je viens là, ici, là, 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 il y a changement. Il y a une perte de charge aussi ponctuelle. Et là aussi, il y a changement. OK. Normalement, et là aussi, finalement, il y a changement. D'accord? Donc, normalement, ça, c'est une pente. Hein. Ça, c'est une pente, mais comme on n'a pas assez d'espace, ça, c'est une pente. D'accord? Donc, ici, nous parlons de HK'1. Et là, nous parlons de HK'2. Là, nous parlons de HK'3. Et là, nous parlons de HK'4. D'accord? Ça sont des paires de charges ponctuelles. Ensuite, il va falloir présenter aussi les paires de charges continues. Donc, de là, de ces distances-là. Donc, de là, on va représenter une perte de charge continue. Donc, ici, nous avons HK1. On va bien l'écrire. HK1. OK. HK1, il ne faut pas qu'il ressemble à du n'importe quoi. HK1, d'accord. Cette pente-là aussi, c'est-à-dire de là à ici, ok, cette distance, on va l'appeler par HK2, ok. Là aussi, c'est pas vraiment remarquable, mais vraiment c'est une pente hein, comme ça, ok. Et cette distance, cette inclinaison-là, on va l'appeler par HK3, d'accord. HK3. On va faire un autre schéma où on n'a pas la présence des pertes de charge ponctuelles pour voir ce que ça va donner.
Alors, ici, nous avons le cas où on n'a pas de perte de charge continue, plutôt ponctuelle. Alors, si nous voulons tracer notre perte de charge continue, je rappelle, dans un exercice, on peut avoir des pertes de charge continues. Dans un exercice de réservoir, on peut avoir des pertes de charge continues, mais on n'a pas pour ponctuel. Les pertes de charge continues sont là continuellement. Pour ponctuel, ça peut ou ne pas être là. Alors ici, on va représenter notre perte de charge continue, puisque les ponctuels ne sont pas là. Donc on quitte là directement, on vient jusqu'ici. Voilà. Et cette hauteur-là, la hauteur de là, cette hauteur-là, c'est HK, d'accord? C'est HK. Alors, si vous voulez bien, on peut rappeler la formule de HK ici. On peut dire que notre HK est égal à FV carré divisé par 2 dG fois L. En fait, cette quantité, c'est quoi? C'est J. Parce qu'on avait dit que HK est égal à J fois L. Donc, ne pas oublier ça. Alors, on va parler du niveau énergétique dans les exercices de réservoir. Je vais considérer par exemple un réservoir comme ceci. Un réservoir comme ceci. On va faire simple. Et je considère un autre réservoir ceci, comme cela. Alors, ici nous avons de l'eau. Là aussi nous avons de l'eau. Alors, ce schéma est compatible. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, c'est de ramener l'eau qui est ici. Donc, on va dire ici de A vers B. L'eau qui est dans le réservoir B, plutôt A, autant pour moi, nous voulons ramener cette eau ici dans le réservoir B. D'accord? Le niveau énergétique, on va très rapidement le tracer comme cela. On va dire ici, puisqu'il y a une pente, vous voyez que le réservoir A est en haut et on est au-dessus du réservoir B. Parce que si on trace une droite ici, vous voyez bien que ce réservoir ici, celui-ci, il est en haut, n'est-ce pas? Celui-ci, il est en haut. Donc, il est en haut, il y a une hauteur même là. Ça veut dire que lui, il peut donner de l'eau facilement puisqu'il y a une pente, une inclinaison. Donc, l'eau du réservoir A peut couler facilement au réservoir B. Donc, notre niveau ici, je suppose qu'on n'a pas de perte de charge continue. On a que, plutôt, je suppose qu'on n'a pas de perte de charge ponctuelle. Donc, nous avons notre perte de charge continue. Donc, voilà ici, nous avons quoi? Cette hauteur, on va l'appeler par HK. D'accord? On va appeler cette hauteur par HK est égal à quoi? Est égal à FV carré. On ne va pas rappeler cette formule tout le temps. Ça doit vraiment être une routine. Mais pour l'instant, on rappelle quand même. D'accord? On va considérer un autre réservoir. On verra un peu le contraire de ceci. Alors, on considère le réservoir. Je considère le réservoir ici A. D'accord? Et là, j'ai un réservoir que je mets ici. Un réservoir ici B. D'accord? J'ai un réservoir B ici. Alors, je veux que l'eau quitte du réservoir A vers le réservoir B. Donc, j'écris ici de A vers B. Alors, comment je fais ceci? C'est quand même compliqué que l'eau quitte du réservoir A vers le réservoir B parce qu'on voit bien que si l'on trace une droite ici, là, il y a une hauteur, n'est-ce pas? Le réservoir A est largement au-dessus du réservoir B. Donc, pour que l'eau puisse monter là, ça ne peut pas naturellement monter. Parce qu'il y a une pente, l'eau va au contraire descendre vers le réservoir A. Parce que si dans le réservoir B, il y a de l'eau, cette eau va au contraire descendre dans le réservoir A, n'est-ce pas? Puisqu'il y a une pente de B vers A. La pente n'est pas de A vers B. Donc, si on met de l'eau dans le réservoir B et qu'on ouvre ce réservoir, l'eau qui est dans le réservoir B va justement descendre dans le réservoir A, n'est-ce pas? Mais nous voulons
par contre faire le chemin inverse. Nous voulons que cette eau qui est dans le réservoir A puisse monter dans le réservoir B. C'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait une action de pompe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que nous ayons une pompe qui puisse produire une pression supplémentaire, une pompe qui va produire une pression supplémentaire qui va faire en sorte que notre eau là, notre eau qui est située dans le réservoir A puisse monter dans le réservoir B, n'est-ce pas? Donc ici, on va mettre une pompe ici. On va mettre une pompe là. On va mettre ici une pompe. Donc voilà, on met une pompe et cette pompe-là va permettre à ce que l'eau qui est dans le réservoir A puisse monter au réservoir B, puisque la pompe va manifester, va produire une pression. C'est cette pression-là qui va souffler sur l'eau qui est dans le réservoir A et faire monter cette eau-là jusqu'au réservoir B. Ce que, donc cette pompe-là, donc sa pression, on va nous mettre ça comme ça. Donc cette pompe manifeste comme une force en termes de pression ici, d'accord? Et cette distance, on va appeler ça par HP, d'accord? Et à partir de là, grâce à cette force ici, cette pression ici produite par notre pompe qui est là, cette eau-là pourra venir là, n'est-ce pas? Cette eau pourra venir dans le réservoir B. Donc on fait ça. Ok? Mais qu'est-ce qu'on remarque? Mais pourquoi? Parce que on voit bien que le niveau, ce niveau-là, lui-là, il est maintenant supérieur à quoi? Son niveau-là, il est maintenant supérieur. Donc, ça veut dire qu'il peut bien descendre parce qu'il est maintenant en haut, il peut descendre. D'accord? Donc, cette distance, toujours comme d'habitude, cette distance, c'est quoi? C'est HK. Nous avons dit que HK est égal à F est égal à F V carré divisé par 2 dg fois L. D'accord. Donc, voilà comment on note cela. Donc, nous avons justement jusqu'ici fait des exercices pour nous permettre d'arriver jusqu'au visé. Donc, ici la fin. Nous avons fait le résumé du début jusqu'à la fin pour les examens du visé. Alors, place aux exercices. Alors, on nous donne un exercice ici. On va résoudre cet exercice. Alors, on nous dit que Yanda Verlaine, donc Yanda Verlaine Boro, Ilkesitinde Basincha, P1 est égal à 49 kN mètre carré, P2 est égal à 29,5, n'est-ce pas? Et on nous donne aussi Kaima Gerilme, donc on nous demande de déterminer Kaima Gerilme. Donc dans le schéma, nous avons des données ici. Alors on va décortiquer les données que nous avons dans notre schéma. Nous avons, on nous a donné D. Dans notre schéma, on a D. D est égal à 30 cm. On va mettre ça en mètres, donc on aura 0,3 mètres. D'accord? Nous avons ici, ce qu'on appelle par L ou delta X. Ok? Donc on a notre delta X est égal à delta X. On a notre delta X qui est égal à 5 mètres. D'accord? Nous avons aussi alpha. Alpha est égal à combien? Est égal à 15 degrés. D'accord? Alpha égale à 15 degrés. Et puis nous avons, on peut très vite dire que la variation de la pression est égale à, ici nous avons P1 est égal à combien? Est égal à 49 et P2 est égal à 29,5. Normalement, la pression serait négative, mais sauf que ici la pression, notre pression est toujours positive.
D'accord? Notre pression est toujours positive, jamais prendre une pression négative. Donc ici, puisque P2 est égal à P1 égale à 49, P2 égale à 29,5, ça veut dire que la variation de la pression, on va faire P1 moins P2. On sait que normalement, lorsque nous avons la variation de P est égale à quoi? Est égale à P2 moins P1. Mais ici, c'est pas comme ça. Si on fait ça, c'est faux. Donc, on commence, on soustrait la plus petite pression dans la plus grande pression. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, si l'on soustrait, ça va nous donner quoi? Eh bien, ça va nous faire 49 moins 29,5. Donc, logiquement, ça doit nous faire 20 kN sur mètre carré. En fait, c'est kilopascal. D'accord. Ils ont donné aussi gamma est égal à le poids de l'eau. Gamma est égal à 9,81 kN mètre cube. Nous avons dit tout à l'heure qu'on verra bien dans les exercices comment utiliser les valeurs de gamma. Il y a parfois 9,81 et parfois nous avons aussi 9810. D'accord. La question qu'on nous demande, Kayma gelmesi daelme belirleiniz. D'accord. On a parlé de deux Kayma gelme dans le cours. Nous avons parlé de Kayma gelme daelme, c'est celui-ci qui est égal à quoi? Qui est égal à R divisé par 2, parenthèse, j'ai delta P divisé par delta X moins gamma sinus de alpha. D'accord? Là, c'est Kayma gelmesi daelme. Et nous avons ici Didardaki Kayma gelme. C'est ce que nous avons appelé ici par tout 0 qui est égal à D divisé par 4. Nous avons delta P divisé par delta X. OK? Moins gamma sinus alpha. Et avant de résoudre l'exercice, je rappelle que nous avons dit, même si que dans l'exercice, j'ai la valeur de R, toutefois, lorsqu'il s'agira de remplacer R, je dois dire que R est égal à 0 et R est égal à D divisé par 2. Il n'y a que ces deux valeurs-là. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre valeur pour R. Donc, même ici, on m'a donné la valeur de R, je dois dire pour R égale à 0 et pour R égale à D sur 2. Donc, voilà comment on travaille ici. Alors, très simple. Nous allons calculer, bien évidemment, on va vérifier si nos calculs sont bien faits. On va faire 49 moins 29,5, c'est ça? Attention, 49 moins 29,5. Donc 19,5. Donc là, c'est 19,5. Ici, hein. Donc, on va effacer même ça là aussi. Donc, 19,5 kN par mètre carré. D'accord. Donc, puisque on nous demande de déterminer Kayma gelmesi daelme, donc rapidement, c'est de cette formule qu'il s'agit. D'accord. Donc, je vais dire ceci. Sigma est égal à quoi? Eh bien, sigma est égal à R égale à R divisé par 2. J'ouvre la parenthèse, j'ai delta P divisé par delta X moins gamma. Gamma m'a donné gamma, on a dit que c'est 9,81. 9,81. Et j'ai sinus, mon alpha c'est combien? C'est 15. Sinus de 15, d'accord. Alors, j'ai la variation de P, j'ai oublié de remplacer la variation de P. Donc, on va remplacer ici. Donc, ça sera égal à quoi? On a R divisé par 2. Nous avons variation de P, on a eu combien? On a eu 19,5 divisé par delta X, c'est combien? C'est 5. Alors, on fait moins 9,81. Nous avons ici sinus de 15. D'accord. Alors, gamma, il sera égal à quoi? Gamma sera égal, on calcule toute cette quantité-là, et puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner.
toute cette quantité, lorsque nous calculons cela, ça va nous donner 0,680 R, parce que souvenez-vous qu'on n'a pas remplacé R. Alors, on va prendre ici pour R est égal. Alors, pour R égale à 0, on va remplacer ici pour R égale à 0, ici. Donc, ça veut dire que là, il va s'agir quoi? On va dire que taux sur égal à 0, n'est-ce pas? Alors, si R, en fait, si R égale à 0, ça veut dire quoi? Si R égale à 0, ça veut dire que notre Y est égal à quoi? Notre Y est égal à D divisé par 2. Parce qu'on avait dit que Y et R, on avait dit que R plus Y est égal à D divisé par 2, n'est-ce pas? Donc, si R égale à 0, ça veut dire que Y est égal à D sur 2. C'est ce que ça veut dire. Et on va prendre le cas, on va dire ici R est égal à D divisé par 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, notre taux, donc on va dire, ça veut dire que Y est égal à quoi? Y est égal à 0. Pourquoi j'écris Y? Normalement, je n'ai pas besoin d'écrire Y, c'est pour faire une concordance entre ce qu'on a fait dans le cours et les exercices, d'accord? Puisque il s'agit de Y0, on a dit quand Y c'est 0, donc c'est minimum. Donc on va dire que ici, on va parler de taux 0, c'est ce que nous avions dit dans le cours. Donc cette valeur devient taux 0. Alors on va remplacer R par D divisé par 2. Donc on aura ici 0,680 fois D divisé par 2. Donc nous aurons ici taux 0 est égal à 0,680. La valeur de D, ça a été devenu D est là. Donc D est là. Nous avons dit que c'est 0, combien? C'est 0,03 ici. Donc on va dire 0,03 divisé par 2. D'accord? Et quand on calcule ça, on se retrouve avec 0,102 kN BLU mètre carré. Donc je vais quand même encadrer ça. J'ai 0,102. En fait, c'est kilopascal. Il n'y a pas de différence. Kilonewton, BLU mètre carré, kilopascal, il n'y a pas de différence. Là aussi, il faut aussi encadrer ça là. D'accord? Alors, voici notre premier exercice est résolu. On va prendre un autre exercice. Alors, on va revenir ici sur la valeur de gamma avant de continuer. Pourquoi? On avait dit que gamma peut être égal à 9,81. Donc, on a kilonewton sur mètre cube. Et gamma aussi peut être égal à 9810. OK? Et là, on va dire ici, newton sur mètre cube. À quel moment? Si on me donne dans l'exercice, on me donne la pression, on me donne les pressions, ou encore on me donne la tension en kilopascal. OK? Par exemple, ici dans mon exercice, qu'est-ce que nous remarquons? Les pressions sont données en kilonewton, n'est-ce pas? Quand je vois kilonewton, ça veut dire que là, je dois prendre gamma, ça doit être 9,81. Si on me donne les pressions, par exemple, en newton sur mètre carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est Pascal, quoi. Ça veut dire c'est Pascal, ça veut dire que je dois... Donc là, ce que je fais, là, c'est kilopascal. Hein, quand c'est kilopascal, là, je dois travailler avec 9,81. Maintenant, si jamais on me donne les valeurs de pression, on me donne, par exemple, la pression ou la tension, on me donne ça en newton. Newton sur mètre carré. Ça veut dire que c'est Pascal en fait. Ça veut dire c'est Pascal. Dans cette mesure, gamma, je dois prendre 9810. C'est comme ça qu'on travaille. Alors, on va faire un prochain exercice. Alors, ici, on nous donne notre prochain exercice. On dit quoi? On donne Reynolds AS, Dötus Olan Birburu. Akımında on dit tosifir eşit 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 kilonewton bölü metrekare ve boru yatayla açı. Donc yani on donne alfa eşit 20 derece.
açıp maddeti. On dit akışkan özgül ayrılık gamma eşit. Donc ici voilà on nous précise gamma. Donc V kinematik viskozite eşit R2 çarpı 10 üzeri eksi 4 iken boru çapının basınç gradyanı ve débit belirleyiniz. Donc c'est quoi la question? On nous donne, pour commencer, on va clarifier les choses ici. D'accord? Donc, on nous donne RE, on nous donne la constante de Reynolds. RE est égal à combien? Est égal à 400. D'accord. On nous donne aussi que taux 0 est égal à ceci. On nous donne aussi gamma est égal à ceci. On nous donne V, et plutôt la viscosité cinétique est égale à cela. Alors, avant de partir dans les profondeurs, quelle est la remarque que nous faisons? Nous, on a vu dans le cours que la constante de Reynolds nous permet de déterminer le type de flux dont il s'agit. Parce que après, il faut déterminer les vitesses. On a vu, il y a la vitesse moyenne et la distribution des vitesses. Mais pour savoir quelle formule de vitesse à utiliser ou quelle formule de distribution de vitesse à utiliser, il faut bien entendu d'abord voir la constante de Reynolds, n'est-ce pas? Donc, et nous avions dit dans le cours, si la constante de Reynolds est inférieure à 2000, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quoi? On avait dit qu'il s'agissait de laminaire, n'est-ce pas? Il s'agit de laminaire. Or, ici, notre constante de Reynolds est égale à 400, ils ont donné. 400 est comment par rapport à 2000? Il est inférieur par rapport à 2000. Donc là, très rapidement, on va dire laminaire. Et quand il s'agit de laminaire, on connaît les formules qui sont les formules qui en découlent, d'accord? Donc voilà la première remarque que nous faisons. Maintenant, on peut partir dans les profondeurs. On dit boru çapının belirleyiniz. Donc, on va déterminer le diamètre de notre tube, d'accord? Ensuite, on va déterminer basınç gradyanı. Donc, basınç gradyanı, c'est-à-dire, je vais écrire les questions ici. On va d'abord déterminer D. Ensuite, on va déterminer delta P divisé par delta X. Ensuite, on va calculer donc le débit. V débit, dirne et saplanis. On va calculer le débit. Voilà les trois questions qui nous sont posées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque j'ai la constante de Reynolds, qui est égale à 400, ok, et moi, on me demande de déterminer le diamètre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ceci. Alors, on va poser ceci. On va dire que RE est égal à combien? On met d'abord la formule parce que nous savons que dans la formule, dans la constante de Reynolds, nous avons la présence de D. Puisque nous voulons calculer D. Donc, on va dire D fois V divisé par nu. Ok? Mais est-ce que nous avons... On va bien faire la différence. Mais est-ce que nous avons V? Est-ce qu'on a V? Non, on n'a pas V. On ne connaît pas V, on ne connaît pas aussi D, mais on connaît la constante de Reynolds, ça a été donné. On connaît aussi nu également. Nu également a été donné ici, n'est-ce pas? Donc, on a deux inconnus, on ne peut pas résoudre un tel exercice de cette manière. Donc, on va dire ici, on va déterminer, on va tirer V. Donc, on va dire V sur égal à nu fois la constante de Reynolds divisé par quoi? Divisé par D. D'accord? Et nous avons ici la première relation. D'accord? Et puisqu'on nous a dit que la constante de Reynolds est inférieure à 2000, donc ce qui implique qu'il s'agit bien de laminaire. Puisqu'il s'agit de laminaire, lorsqu'il s'agit de laminaire, nous avons deux formules. On avait dit que nous avons la formule de... on va repartir dans les formules. Nous avons la formule de la vitesse moyenne. Et on avait dit que la vitesse moyenne est égale... La vitesse moyenne est égale à du étoile au carré divisé par 8 fois nu. Donc on va retrouver la formule quelque part ici. Voilà, il s'agit de laminaire. C'est ici on a vu laminaire. Et on a dit quand c'est laminaire, voilà. Quand c'est laminaire, voilà. Ça c'est la constante de Reynolds qui est la dV divisé par nu. On va
déterminer par contre les distributions des vitesses et les vitesses moyennes aussi. Alors, voilà, nous sommes ici, c'est bien ce que j'ai dit. Donc, V est égal à quoi? Est égal à du étoile au carré divisé par 8 fois nu. Nu, c'est la viscosité cinétique. Donc, il y a certaines formules qu'il faut déjà connaître par cœur. Par exemple, ça, il n'est pas trop compliqué à maintenir, à retenir. Donc, on peut se permettre de la mémoriser. Donc, du coup, puisqu'il s'agit de laminaire, on va écrire la formule de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est égale à quoi? Quand c'est laminaire, V est égal à quoi? Est égal à D fois U étoile au carré divisé par 8 fois nu. D'accord? Nu, c'est la viscosité cinétique. C'est la viscosité cinétique. Donc, ceci implique quoi? Donc, ça n'implique rien. On va écrire que nous avons notre deuxième relation. Ici, nous avons la première relation et nous avons la deuxième relation. Donc, on va poser que 1 est égal à 2. D'accord? Donc, nous aurons ici la nu fois RE, ok, divisé par D est égal à quoi? Est égal à D fois U, ils disent au carré, n'est-ce pas? Divisé par 8 fois nu. Mais aussi, nous avons dit que quand on a U, ils disent au carré, on avait défini ça. U étoile carré est égal à quoi? Est égal à taux 0 divisé par la densité, n'est-ce pas? Est égal à taux 0 divisé par la densité. Alors, on va voir ici, nos densités sont données en quoi? Plutôt nos tensions. Ici, nos tensions sont données en quoi? Je suis là. Nos tensions sont données en kilonewton. Nos tensions sont données en kilonewton. Ça veut dire que la densité est égale à 1 tonne. D'accord? Est égale à 1 tonne. Donc, on va prendre ici 1. Alors, nous, on a besoin de déterminer D. Donc, on va faire ceci. Donc, nous aurons D, on aura ici D au carré. N'est-ce pas? Donc, on aura ici D au carré. Il sera égal à 8 fois la viscosité au carré fois RE. OK? Divisé par quoi? Eh bien, divisé d'abord par U étoile au carré, n'est-ce pas? En fait, ça fait quoi? Ça fait 8 nu au carré, RE. On va faire fois l'inverse de U étoile, parce que U étoile au carré est égal à la densité fois, est égal à taux 0, est égal à taux 0, je suis ici, est égal à taux 0 divisé par la densité. Donc, l'inverse, c'est quoi? La densité divisée par taux 0. Parce que taux 0 a été donné dans l'exercice, taux 0 est là. On a dit c'est égal à 2 fois 10 exposant moins 2, n'est-ce pas? Donc, du coup, la densité au carré est égale à quoi? Eh bien, il est égal à 8 fois la viscosité cinétique. Donc, on aura 8 fois la viscosité cinétique au carré, bien entendu. Nous avons ici RE, la constante de Reynolds. Nous avons la densité est divisée par quoi? Par taux 0. Alors, on va définir les différentes relations, les différentes valeurs que nous avons. Alors, nous savons que nu est égal, la viscosité dynamique cinétique plutôt a été donnée, et c'est égal à quoi? Et c'est égal à 6 fois 10 exposant moins 10. Donc, on va dire ici 6 fois 10 exposant, c'était moins 4, autant pour moi, fois 10 exposant moins 4. D'accord. Alors, nous avons RE est donné aussi. D'ailleurs, RE, ils ont dit que RE est égal à combien? RE est égal à 400. Donc, je mets ici GRE. Et nous avons taux 0. Taux 0 est égal à quoi? Taux 0 aussi est donné. Taux 0 est égal à 2 fois 10 exposant quoi? 2 fois 10 exposant moins 2 kilopascal. En fait, c'est kilonewton sur mètre carré. Donc, ça fait kilopascal. D'accord, c'est la même chose. Et nous avons aussi taux. Nous avons ici la densité. La densité
ici la densité, puisque notre tension, attention, faut pas confondre la densité avec le poids de l'eau. Il y a le poids de l'eau lorsque, je vais écrire ça ici, lorsque, on va faire ceci, si on me donne, dans l'exercice par exemple, on me donne les pressions en kilonewton sur mètre carré, ou on me donne les tensions aussi en kilonewton sur mètre carré, alors dans ce cas, qu'est-ce que ça engendre? Je dois dire que le poids de l'eau est égal à quoi? Est égal à 9,81 kilonewton sur mètre cube. Ça, c'est le poids de l'eau. Et la densité de l'eau est égale à 1 tonne, tout simplement. Si par contre, on me donne ici les pressions qui sont quoi? En newton sur mètre carré, ou on me donne aussi les tensions qui sont en quoi? En newton sur mètre carré. Ceci veut dire que je dois utiliser le poids de l'eau va être égal à 9810 newton sur mètre au cube. Ok? Et si je veux utiliser la densité de l'eau, je dois utiliser 1000, n'est-ce pas? Donc là, c'est 1 tonne par mètre cube. Et là, c'est 1000 kg. Là, c'est 1000 kg. 1000 kg mètre cube. Ok, parce que la densité est égale à m sur v, n'est-ce pas? Et ici, lui, la masse, donc voilà, c'est en mètre cube. Alors, donc voilà ce qu'il faut connaître. Donc ici, dans notre cas ici, nous allons utiliser quoi? Dans notre cas ici, nous allons utiliser 1 tonne mètre cube. Donc on va dire que ici, où est-ce qu'on peut bien insérer ça? Donc là, on va dire que notre densité est égale à 1, donc est égale à 1 tonne, mètre cube. Voilà ce que nous on va utiliser ici, d'accord? Donc ceci étant, on va simplement remplacer dans la formule de D. Donc je rappelle que D carré est égal à ceci. Donc on va, voilà la formule de D carré. Alors on va dire que D sur égal à la racine carrée de quoi? De 8 fois quoi? Je remplace, on va calculer ça un peu à côté. Donc nous avons quand même 8 U10 carré, n'est-ce pas? Fois la densité, même c'est égal à 1, j'écris quand même GRE, ok? Et divisé par quoi? Divisé par tout 0. Alors ici, tout calcul bien fait, on se retrouve avec notre diamètre qui est égal à 0,24 mètres, d'accord? Donc ça, c'est la valeur du diamètre attendu. Alors, ensuite, quelle est la suite de l'exercice? Quelle est la suite? La suite, on nous demande de déterminer quoi? La variation de P, delta P sur delta X. Donc, nous sommes ici, delta P sur delta X qu'on nous demande de déterminer. Alors, c'est parti. On va déterminer pour leur faire plaisir. Alors, delta P sur delta X. Donc, notre delta P sur delta X, nous savons qu'ils nous ont donné quoi? Ils nous ont donné la variation, ils nous ont donné taux 0. Taux 0, ok, taux 0 est égal à quoi? On va revenir quand même voir ça. Taux 0 est égal à 2 fois 10 exposant moins 2, ça est là. 2 fois 10 exposant moins 2 kilonewtons, n'est-ce pas? Moins 2 kilonewtons mètre carré. Donc, on va écrire ça ici. On va écrire notre formule ici. Donc, nous avons bien entendu 2 fois 10 exposant moins 2 kilonewtons sur
mètres carrés. Mais or, nous avons vu que dans le cours, on avait dit que taux 0 est égal à quoi? Taux 0 est égal à D divisé par 4, n'est-ce pas? Parenthèse, on a delta P divisé par delta X moins gamma sinus de alpha. Ok? Donc nous avons, on peut dire que delta P divisé par delta P divisé par delta X, ok, est égal à quoi? Donc on aura 4 fois 2 fois 10 exposant combien? Moins 2 divisé par D plus gamma sinus de alpha. Alors on va écrire directement gamma. Gamma est égal à quoi? On va dire 9,81 sinus de alpha. Alpha a été donné, n'est-ce pas? On va voir la valeur de alpha dans l'exercice. Alpha est égal à HE ici. C'est 20, ils ont dit. Donc je remonte. C'est 20. Donc je vais dire ici sinus de 20. D'accord. Alors, lorsque nous calculons, attention, moi j'ai pris gamma est égal à, j'ai pris 8 parce que nous généralement en génie civil on utilise l'eau. Mais attention, on va remonter voir dans l'exercice. Ils nous ont dit ceci que gamma, voilà, ils ont précisé que leur gamma est égal à 8, donc ce n'est pas de l'eau. Donc c'est 8, donc nous on va remplacer aussi 8. À la place de 9, on va dire que c'est 8. Ok. Donc on va remplacer ici, bon. Peu importe. Donc on va remplacer par 8 sinus de 20. Alors, on calcule ceci, donc on aura delta P sur delta X. Après un bon calcul, on se retrouve, je trouve 3,07. Ok, donc nous avons ici kilonewton sur mètre carré. Pourquoi? Parce que c'est une pression. C'est une pression et aussi le résultat et plutôt les valeurs des tensions m'ont été données en kilopascal, c'est-à-dire en kilonewton sur mètre, en kilonewton mètre carré. Donc ma pression que je trouve aussi sera en kilonewton. Mais attention, la pression sera en kilonewton mètre carré. Mais en bas, j'ai aussi X, d'accord? Puisque j'ai X, donc je dois mettre aussi divisé par M encore, ok? Parce que X aussi, c'est une longueur, sa distance s'exprime en M, plutôt en mètres, autant pour moi. Donc, du coup, ici, ça va nous faire, on va bien écrire ça, ça va nous faire 3,07 et nous aurons ici kilo, donc ça va nous faire kilopascal, si vous voulez bien, le M. Ou bien aussi, on peut s'arrêter là, on peut écrire aussi, tout à fait, kilonewton, M au carré, M. Ça aussi, c'est possible, quoi, c'est pas faux. Alors, on va continuer, notre exercice. Ensuite, ils nous disent que, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? On nous demande ensuite de déterminer quoi? De déterminer Q. Donc, le débit, il faut trouver le débit. Alors, on va trouver le débit. Donc, pour trouver le débit, c'est très simple. Nous savons que le débit, Q est égal à quoi? Est égal à pi d au carré divisé par 4 fois V, n'est-ce pas? Fois V. Alors, est-ce que nous avons la vitesse? Non, on n'a pas la vitesse. Mais est-ce que nous avons D? Oui, on vient de calculer D. Mais on peut trouver la vitesse, n'est-ce pas? Nous avons dit que la vitesse, on a deux façons de trouver la vitesse. Soit on peut utiliser la constante de Reynolds, RE. Bien, on va partir, on n'ira pas trop loin. C'est un truc qu'on a déjà fait. On va remonter ici. On va remonter. La vitesse, on avait calculé la vitesse. On avait dit que la vitesse est égale à quoi? À la viscosité
RE divisé par D, n'est-ce pas? Viscosité RE divisé par D. Donc, on va réécrire la même chose. Donc, on va dire que est égal à la viscosité RE divisé par D. Là, c'est quand on utilise la constante de Reynolds, quoi. Quand on utilise Reynolds et on retombe ici. Alors, très rapidement, nous allons remplacer. Donc, on va dire que Q, notre débit sera égal à pi, on connaît D. On va dire D carré divisé par 4. D carré divisé par 4. Et nous avons fois V. Donc, on va dire ici fois quoi? Fois la viscosité cinétique, fois RE, la constante de Reynolds, divisé par D. Donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire pi viscosité cinétique, RE. Donc, j'ai D ici, divisé par 4. Donc, Q sera égal. Nous avons pi fois la constante de Reynolds était donnée dans l'exercice. On va remonter voir la constante de Reynolds. Est égal à 400. Oui, c'est égal à 400, c'est vrai. Donc, on va remplacer ici fois 400. Ah, j'ai manqué nu, hein. J'ai pas mis nu. Donc, on va encore mettre nu. On va voir à quoi est égal à nu. Alors, notre nu est égal à 6 fois 10 exposant moins 4. Ok, donc on va remplacer ici. Donc, fois 6 fois 10 exposant moins 4. C'est pas bien écrit. Donc, fois 6 fois 10 exposant moins 4. Et fois D. Fois D, on vient de calculer tout à l'heure. Et D, on a trouvé combien? On avait calculé D ici. D quelque part, on avait trouvé 0,024. Ok? Donc, fois 0,024 divisé par quoi? Divisé par 4. Alors, tout calcul bien fait, toutefois, il faut vérifier les calculs. Tout calcul bien fait, alors on se retrouve avec 7,23 mètres cubes par seconde. C'est ça notre débit. Donc, après un bon calcul, il faut revérifier le résultat. Là, c'était par contre la valeur de D ici. Par contre, c'est 2, donc, c'est ici, nous avons, voilà, 2, là, la valeur de D est là. C'est 0,24. Ok, c'est pas 0,024 parce qu'on a écrit là. Donc, il faut effacer ici. Il faut effacer ça. Donc, c'est 0,24. Le résultat là, il n'est pas bon. On recalcule. On calcule, après un bon calcul, on trouve, attention, donc 0, combien? 452. 452. Voilà. Mètres cubes par seconde. C'est quand même étrange de trouver un débit de 7, et quelques, c'est trop. Donc, voilà ce qu'il en est de cet exercice. Et c'est la fin de cet exercice. Alors, nous avons un prochain exercice. Celui-ci, on nous dit que L est égal à 4. Donc, on va quand même lire ça. Şekilde L boyu 4 metre olan boru parçasından su akmaktadır. On dit A noktasından. Donc, A noktasından, voilà, le point A est quelque part, est là. Ok.
en octasyndane, on va, attention, un instant. Alors, le point A est là. En octasyndane, ici, ok. Alors, en octasyndane, ölçülen kayma gerilme diğeri. Donc ici, en octasyndane, ici, kayma gerilme, en fait, il s'agit de quelle tension? Il s'agit de la tension taux 0. Taux 0. Donc ici, on me donne en fait taux 0. D'accord? Taux 0 est égal à quoi? Kayma gerilme diğeri est égal à 37 fois 10 exposant combien? Exposant moins 3. D'accord? Kilonewton mètre cube. On dit borunun yatayla çapı. Donc on donne ici alpha. Ici en fait c'est combien? Alpha ici c'est 20 en médan. D'accord? Là c'est 20 degrés. Alors on dit borunun çapı. Donc on dit borunun çapı. Donc on donne le diamètre. Bien entendu, c'est ce diamètre là qui est égal à combien? Qui est égal à 40 cm. Donc en mètres, ça va faire 0,4 mètres. D'accord. Oduna göre y uzunluğu. Donc on nous donne ici y. Y est égal à combien? Est égal à 0,05. D'accord. Mètre. On a bien octasyndane kayma gerilme et ça planise. Alors on donne aussi que L est égal à combien? L est égal à 4 mètres, ils ont dit. D'accord. Alors, avec toutes ces informations, on peut résoudre ce problème-là. Nous, on a besoin, on nous demande de faire quoi? Eh bien, je rappelle que cet exercice, c'est l'examen 2024, examen de visée 2024. Alors, on nous demande de déterminer kayma gerilme ici. Donc, de déterminer θ simple, plutôt taux simple, ok? Donc, pour déterminer notre taux, rien de compliqué, puisque nous avons Y. Nous avons deux possibilités de résoudre cet exercice. On a un moyen qui est d'ailleurs très simple pour résoudre cela. D'accord? Donc le moyen, c'est lequel? Nous avons, on va dire ceci, nous avons taux, excusez, donc nous avons ici, nous avons taux est égal à quoi? Est égal à R divisé par 2. Nous avons delta P divisé par delta X moins gamma sinus de quoi? Moins gamma sinus de alpha. Ok? Ici, on nomme ça par la première relation. Alors, nous avons aussi taux 0, didare kayma gerilme, ce qu'on nous a donné ici, ça est là. Il est là même. Ok? Sa formule, c'est quoi? On avait dit, c'est D divisé par 4, variation delta P divisé par delta X moins gamma sinus alpha. Alors, nous avons ici la deuxième relation. Normalement, nous avons une relation qui dit que taux est égal à taux 0, parenthèse, J1 moins 2Y divisé par D, n'est-ce pas? On a une relation comme ça, mais comme je n'ai pas fait mention de ça dans le cours, donc nous allons démontrer ça. On va essayer de démontrer cette relation et va nous permettre de résoudre cet exercice. Nous avons la première relation, la deuxième relation. Alors, on va faire la première relation divisée par la deuxième relation. Alors, ça va donner quoi? Donc, on aura taux divisé par taux 0, ok? Qui est égal, ici, taux, on a dit c'est R divisé par 2. Nous avons delta P sur delta X moins gamma sinus de alpha, ok? Moins gamma sinus alpha, et nous avons ici taux 0, c'est D divisé par 2, c'est D divisé par 2, nous avons delta P divisé par delta X moins gamma aussi sinus de alpha. Alors on peut simplifier ceci, ça peut simplifier. Alors ce qui implique, nous avons taux divisé par taux 0 qui donne finalement quoi?
R divisé par 2, le tout divisé par D sur 2, d'accord? D sur 2. Donc, on va dire ici, taux divisé par taux 0, il sera égal à quoi? Alors, il sera égal à R divisé par 2, ok, fois quoi? Bon, si vous voulez, on ouvre la parenthèse, c'est mieux. On ouvre la parenthèse, c'est plus propre. 2 divisé par D. Tamam. Donc, R divisé par 2. Attention, on a commis une erreur. On a fait une erreur. Donc là, c'est pas 2. Hein. Là, c'est pas 2. Attention. Là, c'est 4. La relation, c'est 4. Vous savez, là même, c'est 4. Donc, là, on a fait une erreur ici. Là, c'est 4. Et là, c'est 4. D'accord. Donc ici, ça ne sera pas 2. Justement, pas du tout. Bon. Par contre, ça sera 4. On aura 4 divisé par 2. Ok. Oh, merde. 4 divisé par D. D'accord. Donc, ça nous fait quoi? Alors, ça va faire 2R divisé par D. Ok. Donc, taux égal à quoi? Égal à taux 0 fois 2R divisé par D. Donc, ça fait taux 0 fois taux 0 fois, disons, 2 divisé par D. Alors, R égale à quoi? Nous savons ceci, nous savons que R plus Y est égal à quoi? Est égal à D divisé par 2, n'est-ce pas? Ça veut simplement dire que R est égal à quoi? R égale à D divisé par 2 moins Y. Ok? Donc, on aura ici, on va remplacer R ici. Ok? Donc, on aura D divisé par 2 moins Y. Donc, nous aurons taux est égal à taux 0. Taux égal à taux 0. Alors, le D va entrer. Si on multiplie ici par D, les D vont se simplifier. Là, il va partir, n'est-ce pas? Donc là, ça va rester quoi? Ça va rester 1, ok? Moins, et on aura ici 2Y divisé par D, n'est-ce pas? 2Y divisé par D. Alors, c'est cette relation que j'ai oublié de donner dans le cours. Donc, voilà. Elle nous permet, c'est la même relation. Elle nous permet d'aller très vite, de déterminer taux simple lorsque nous avons taux et Y, ok? Alors, Y est donné, donc rien de plus compliqué. Je vais rappeler ici que notre Y, il est égal à combien? Si nous calculons ceci, donc on aura taux est égal à quoi? Taux 0 est égal à 37 fois 10 exposant combien? Moins 3, ils ont dit, ok? N'est-ce pas? Parenthèse, on a 1 moins 2 fois Y, c'est 0,05, la valeur de Y, divisé par D. D, on nous a donné combien? Emen Bakale. Vérifions. D est égal à 0,4, n'est-ce pas? Non, 0,4. 0,4. Ok. D égale à 0,4. Donc, on va dire ici 0,4. Ok. Alors, taux va donner combien? Taux nous donne 0, ou disons taux est égal à 2,760. 2,700. Donc 775 fois 10 exposants 2, 10 exposants moins 2. D'accord? Les données ont été
Les données ont été en kilopascal parce qu'ils nous ont donné même Didada Kaimagelme. Je vais vous montrer de quoi je parle. Alors, ici, ils nous ont donné quoi? Ils nous ont donné Didardagi Kaimagelme, c'est là, 37 fois 10 exposé au moins 3. Et c'est des données en quoi? C'est des données en kilo newton fois mètre carré. Donc, nous aussi, notre tension que nous avons trouvée sera en kilonewton mètre carré. Bien sûr. Donc, nous avons kilonewton sur mètre carré. Voilà la question qui nous a été posée. Est-ce qu'il est possible de déterminer autre chose, par exemple le débit? Oui, il est tout à fait possible de déterminer le débit, par exemple. C'est vrai que ça n'a pas été demandé, mais si on veut déterminer le débit, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver la vitesse, puisque nous avons le diamètre. Le diamètre est déterminé, n'est-ce pas? Nous avons, voilà, pas déterminé, mais le diamètre est donné. Est-ce que nous avons la vitesse? La vitesse, ils n'ont pas donné la vitesse. Est-ce que nous avons la constante de Reynolds? On n'a pas la constante de Reynolds, donc on ne pourra pas déterminer le débit. Donc c'était pour voir si c'était possible. Parce que pour déterminer le débit, il faut faire quoi? D'abord, il faut d'abord identifier il s'agit de quel flux. C'est-à-dire, il faut calculer d'abord la constante de Reynolds. Et dans la formule de Reynolds, c'est-à-dire RE est égal à D fois V. Donc, D fois V divisé par nu, la viscosité cinétique. Et ici, dans l'exercice, on n'a ni la viscosité cinétique, on n'a ni la viscosité dynamique. Donc, on ne pourra pas déterminer, aller plus loin avec cet exercice. Et l'exercice s'arrête là. Et je pense que vous aurez compris. Nous allons continuer très prochainement avec d'autres exercices, bien entendu, pour l'hydraulique. Donc, merci d'avoir suivi le cours et à très bientôt.